C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 12 de votre podcast C'est quoi ton jeu? Je suis Joël, votre hôte, et que vous ayez eu des vacances en juillet, que vous en ayez en août ou que vous n'en ayez pas du tout de l'été, j'espère quand même que vous allez bien et que vous êtes ready pour cet ultime épisode de la saison 1. Alors oui, c'est vrai, j'ai hésité à sortir un épisode 12, étant donné qu'on a un peu débordé sur le mois d'août, mais je tenais à faire cet épisode un peu particulier, puisque vous allez voir que pour cette dernière émission, je ne reçois aucun invité. J'ai voulu vous partager moi-même l'une de mes expériences qui m'a le plus marqué quand j'étais petit autour du jeu, et je vais donc me soumettre à l'exercice que j'ai imposé à mes invités tout au long de la saison. Puis je me suis dit que c'était quand même sympa que moi je vous présente un de mes jeux, parce qu'à chaque fois ce sont les invités qui se plient au jeu, donc bon, ça va faire un peu bizarre de se retrouver tout seul pour un épisode, étant donné qu'à chaque fois, on a quand même un échange et une conversation, donc là ça va être un peu compliqué pour moi de tenir tout seul, mais bon, il n'y a pas de raison, ça devrait bien se passer, et puis ça fait un cadre un peu plus intimiste pour clôturer cette saison. Alors, je vais vous partager mon expérience et ensuite, à la fin de l'émission, je vais plutôt faire un bilan de ce qui s'est passé lors de la saison 1 de C'est quoi ton jeu et vous raconter un petit peu, vous teaser ce qui vous attend pour la suite. Alors comme beaucoup, moi aussi j'ai plusieurs jeux sur lesquels j'ai beaucoup d'anecdotes et en choisir un a été assez compliqué. Mais bon, j'ai quand même fini par me décider pour choisir un jeu un peu rétro qui a bercé mon enfance. Il s'agit de Mario Bros 3 qui était sorti sur la Nintendo première du nom en novembre 91, en France du moins. Pour vous recontextualiser un petit peu, je suis un petit garçon, je connais pas trop l'univers des jeux vidéo, bien que mes parents avaient, si je dis pas de bêtises, une Atari 2600, fut une époque. Mais bon voilà, j'étais petit, je me rendais pas trop compte de ce que c'était. Alors c'est un peu avec surprise que, à mon Noël 89, donc j'avais 7 ans à l'époque, j'ai reçu la NES avec, le duo Mario Bros Duck Hunt avec le petit pistolet qui va bien. Et moi, je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'à 7 ans, à l'école, donc 7 ans, j'étais quoi? J'étais en CE1. Bon, c'est pas trop encore légion les consoles de jeux à l'école. On passe plus son temps à jouer à trap-trap ou à cache-cache dans la cour de récré que à parler de jeux. Donc je ne connaissais pas. Et assez rapidement, bah forcément, on est un enfant de 7 ans, on est capté par l'écran, attiré par ce personnage qui bouge sous son propre commandement. Puis, j'avais bien kiffé Mario 1 et devant en gros l'engouement que j'ai eu pour le jeu, ma mère décide de m'offrir au Noël suivant le Mario 2. Faut savoir qu'en France, Mario Bros 2, c'est pas le vrai Mario 2, puisqu'on sait tous aujourd'hui que la vraie suite de Mario Bros était Mario Lost Levels, qui est sorti plus tard dans la compilation Super Mario All-Stars sur Super Nintendo. Néanmoins, je reçois Mario Bros 2, et là, un peu surpris que le jeu soit différent. Alors oui, ça reste Mario, mais les graphismes sont un peu différents. Puis on peut jouer Toad, la princesse Peach, avec un univers vraiment particulier et atypique. Et encore aujourd'hui, hein, Mario Bros 2 est vraiment un ovni dans l'univers des Mario. Et je me rappelle avoir quand même torché le jeu en long, en large et en travers. Le temps passe, on arrive à la rentrée 91. Il faut savoir que Mario Bros 3 est sorti en Europe en août, mais en France, le jeu n'est pas encore sorti. À mon échelle, à l'époque, j'avais 2 ans de plus, donc j'avais 9 ans, je ne sais pas quand Mario 3 va arriver. Si vous voulez, pour raconter un peu ma vie, ma mère travaillait dans un cinéma, et nous on habitait au-dessus du cinéma. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Digne-les-Bains, il y avait un cinéma qui avait 3 salles, et moi j'habitais au-dessus du cinéma. Et quand ma mère travaillait, notamment le mercredi matin quand il n'y avait pas école, parce que le mercredi, dans l'univers du cinéma, bah, c'est la mise en affiche de tous les nouveaux films de la semaine. Et donc ma mère travaillait beaucoup le mercredi matin, et moi, bah, je gardais mes sœurs, et comme les enfants de 9 ans en 91, je regardais le Club Dorothée. Voilà, on est fin octobre, un peu avant les vacances. Et là, pendant les publicités du Club Dorothée, la pub qui annonce la sortie imminente de Mario Bros 3. Et là, mes yeux, ils s'écarquillent devant la publicité. Visuellement, j'ai l'impression que Mario 3 reprend un peu les codes de Mario 1 et moins le côté exotique du Mario 2. Et moi, le Mario 1, je l'avais adoré, donc le Mario 3, là, je l'attendais, mais vraiment comme pas possible. Et donc, du coup, ma mère remonte le midi pour manger, et je lui fais Maman, il y a Mario 3 qui va sortir, voilà, ça serait bien et tout. Comme tous les parents, elle me fait Bah écoute, si t'es sage, on verra à Noël. Alors là, je vous le fais pas dire, hein, ni une ni deux. Joël, il se tient à carreau, il essaye de filer droit, il essaye de faire genre toutes les tâches ménagères qu'il peut du haut de ses 9 ans pour que le Graal arrive à Noël.
Mais qu'est-ce qui se passe? On est début novembre, le jeu sort et là, à la cour de récré, on commence à en entendre parler parce que depuis, d'autres enfants ont eu des consoles de jeux et personne autour de moi n'a encore eu la chance de mettre la main sur Mario Bros. Et donc avec des copains d'école, on spéculait sur ce qu'allait être ce nouveau jeu. Qui c'est qui l'aurait en premier? Qui c'est qui le finirait en premier? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Puis à côté, il commençait à y avoir, la presse spécialisée. Mais voilà, je voulais vraiment me préserver de la chose. La seule chose que moi je voyais dans la pub, c'est que, Mario avait un déguisement de raton laveur là, avec une queue qui lui permettait de voler et ça me hypait mais de un truc de fou. Noël arrive, j'ai été suffisamment sage, je ne vous le cache pas et j'ai eu Mario Bros 3 dans sa boîte toute jaune, toute magnifique. Sitôt, la famille, partie, je demande à ma mère: «Est-ce que je peux essayer Mario Bros 3?» Donc évidemment, elle me dit oui, puis en plus ma mère, elle aimait bien les Mario, elle aimait bien les faire aussi, donc ça joignait l'utile à l'agréable. Je branche le jeu et là, je découvre un truc, mais formidable. On reste sur NES, bah, les graphismes, c'est sans commune mesure, il y a beaucoup plus d'animation, c'est beaucoup plus sympa. Et à l'écran titre, bah, quand on choisit son personnage, on est directement immergé sur la carte du monde. Et oui, c'est une nouveauté dans Mario 3. Dans le Mario Bros, il n'y avait pas de carte du monde. Et là, on arrive directement où on voit d'un seul coup d'œil tout ce qu'il y a à faire sur cette carte qui tient sur l'écran. Il y a un petit chemin à suivre avec des stages qui nous font des points d'arrêt. Il y a divers styles de stages, il y a des stages normaux, il y a des châteaux, il y a des champignons, il y a des frères marteaux qui se baladent sur la carte, et un château à la fin de la map. Et ça, c'est une découverte, parce que d'emblée, je me dis, waouh, il y a trop de trucs à faire sur ce jeu. Je commence le premier monde, et là, waouh, émerveillé, le premier stage commence un peu comme le premier Mario Bros, avec, on avance un petit peu, puis il y a un Goomba qui arrive, qu'il faut dégommer, puis on prend un champignon, on grandit, et puis là, tout change avec une meilleure animation. Je suis totalement séduit par le truc. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de tutoriel au début du jeu. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Moi, pendant la journée, à chaque fois qu'il y avait une pause repas ou quoi que ce soit, j'allais prendre le livret technique qui avait fourni avec la cartouche et je lisais. Je voyais qu'il y avait plein de nouveautés, on pouvait prendre les carapaces à la main, je voyais tous les nouveaux objets, qu'il y avait pour se transformer et voilà. Je fais mon stage 1, j'arrive à récupérer mon costume de raton laveur avec la queue et les petites oreilles de chat qui me permettent donc de voler. Je finis le stage, j'ai tellement envie d'en découvrir que je fonce à toute vitesse. J'arrive à la fin du monde, donc le monde 1, où j'arrive dans le château et là, moi je m'attendais initialement à voir limite, genre Bowser directement, comme dans les premiers Mario en fait, quoi. Et là, quand on arrive dans le château, on voit que le roi n'est pas là et qu'il y a une ancre qui nous attend, qu'on doit prendre pour aller libérer le roi qui est enfermé dans un bateau volant des enfants de Bowser. Parce qu'on apprend également dans Mario Bros 3 que Bowser a 7 enfants et que les 7 enfants, sont un petit peu du même acabit que leur papa, à savoir qu'ils ont transformé les rois des 7 royaumes champignons et qu'ils ont fui avec leur sceptre magique. Donc le but du jeu, c'est à chaque fois d'aller sur la forteresse volante, sur le navire volant des enfants de Bowser, de les affronter et de récupérer le sceptre magique qui repermettra au roi du royaume de reprendre forme humaine. J'arrive dans le deuxième monde, qui est le monde du désert. Je vois qu'il y a des nouvelles options qu'il n'y avait pas dans la première, à savoir des espèces de raccourcis qu'il faut décadenasser. Mais surtout, j'ai l'impression que la carte ne se finit pas sur la droite et qu'on peut encore continuer. Chaque monde peut être plus vaste qu'un seul carré d'écran de télévision. Puis de fil en aiguille, j'explore le jeu, tout se passe bien. Je découvre un peu tous les items, des items qui sont vraiment géniaux, comme le espèce de déguisement de raton laveur, les déguisements de grenouille qui permet de nager plus vite. Perso, moi je le kiffe pas spécialement des masses. La fameuse fleur de feu qu'on retrouve de Mario Bros 1, l'étoile qui permet d'être invincible pendant quelques temps, le déguisement des frères Marteau. Mais bon, comme tout le monde s'accordera à le dire, le déguisement tant qu'on voté, c'est le fameux déguisement de Tanuki ou de nounours où Mario se revêt d'une tenue entièrement en forme de nounours. Il peut voler, il peut se transformer en bloc et quand il retombe, il extermine les ennemis en un seul coup. Voilà, c'est un costume qui est extrêmement puissant mais qui est extrêmement rare. Donc à chaque fois qu'on l'avait, on voulait à tout prix le préserver pour essayer d'en profiter le maximum possible. Le jeu en tant que tel est super sympa, les mondes sont tous différents. Le désert qu'on a dit, le monde 2, le monde de l'eau, le monde des géants, le monde des cieux, le monde du gel, le monde des tuyaux, qui est peut-être celui que j'aime le moins parce que on a l'impression que le monde a quand même été designé à la va-vite. Puis enfin, le dernier monde, le monde ultime, le monde des ténèbres, le monde 8, qui était, à l'époque du haut de mes 9 ans, d'une difficulté qui était quand même assez considérable et qui faisait un peu flipper, hein, parce que le monde 8 s'articule en plusieurs petites maps. Les stages sont extrêmement difficiles. L'écran avance tout seul, donc on n'a pas le droit de se reposer pour essayer de trouver le meilleur chemin. Non, on est obligé d'avancer en même temps que le jeu, ça rajoute un stress. Et je me rappelle qu'il y a une partie du monde 8 où en fait, on doit passer sur des cases et il y a une probabilité que lorsqu'on passe sur une case, il y a une espèce de main qui nous agrippe et qui nous demande de faire un mini-stage. Alors ils étaient pas très durs ces mini-stages, hein, mais à chaque fois j'espérais que la main ne me prenne pas parce que je voulais aller le plus loin possible et tout ça.
Au final, j'arrive quand même à avancer dans le jeu. Puis, dans le dernier château, j'arrive à terminer et à tuer Bowser. Bowser peut être présent dans 2 salles différentes du château final, mais dans chacune des 2 salles, on libère quoi qu'il arrive la princesse et qui fait d'ailleurs un petit private joke à Mario Bros en disant: «Ah, ah, ah, non, la princesse, elle est dans un autre château». «Mais non, je déconne, c'est bien moi». Quelle déconneuse cette princesse Peach alors. Voilà. Ce qui m'a énormément marqué dans ce jeu, outre, l'attente et tout ça, c'est, la découverte. Parce qu'il y a plein de choses qui sont nouveaux. Il y a plein de petits mini-jeux, des mini-jeux soit qui apparaissent de manière constante dans le jeu, via les champignons de Toad, ou des mini-jeux complètement aléatoires qui, interviennent, lorsqu'on fait un scoring précis, soit avec ses pièces, soit avec son score. Comme le bateau fantôme, le jeu de l'as de pique où il faut trouver des paires et quoi que ce soit. Mais moi, ce jeu, alors je l'ai terminé, je l'ai surterminé, je l'ai poncé, je l'ai speedrunné, j'ai fait tout ce que vous voulez. Mais tout ce que j'ai découvert dans le jeu, je l'ai découvert tout seul. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu besoin de recourir à l'aide d'un copain de l'école. Je n'ai jamais trouvé la soluce dans des magazines spécialisés à l'époque. À savoir que lorsque j'ai découvert totalement par hasard qu'on pouvait avoir un item sifflet et que ce sifflet permettait de voyager entre les mondes, j'étais dingue. Et le premier, je l'ai trouvé assez facilement. Donc alerte spoiler, hein, le premier sifflet que j'ai trouvé était dans le château du monde 1. Et assez rapidement, j'ai trouvé, un peu par hasard, qu'il y a un stage au début du monde 1 qui est composé de blocs blancs. Et avec Mario ou Luigi, quand on s'accroupit 10 secondes sur un bloc blanc, en fait, Mario passe en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il passe derrière tous les décors. Et s'il va jusqu'au bout du stage en étant derrière le décor, en fait, derrière l'écran de fin, là, l'écran noir avec l'option à choisir, en fait, il y a un champignon caché qui donne également un sifflet. Le sifflet permet de passer de monde en monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, on peut directement passer du monde 1 au monde 8. En fait, si je dis pas de bêtises, même au début du monde 2, il faut prendre le sifflet, ce qui va nous permettre de choisir entre les mondes 5, 6, 7. Et avant de choisir le monde 5, 6, 7, on reprend un sifflet pour directement aller au monde 8. Donc en fait, il faut faire le monde 1 dans son intégralité, et après on peut directement aller au monde 8. Bref, il y a tout un tas d'options qui sont super intéressantes dans le jeu, comme les nuages qui permettent de sauter des stages, très utiles dans le monde 8, ou l'espèce de main avec un P dessus qui permet de voler à l'infini en ayant sa jauge de vol remplie. Les épisodes de Mario Bros sur NES m'ont forcément marqué parce que c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Mais c'est surtout ce troisième que je n'en pouvais plus d'attendre. J'en pouvais vraiment plus d'attendre. Les 2 mois entre le moment où j'ai vu la pub et le moment où j'ai eu le jeu, bah, ça a été un véritable supplice. Mais en même temps, c'est ce qui génère la hype autour de ça. C'est grâce à ça que j'ai fini peut-être par mettre Mario Bros 3 au-dessus de beaucoup d'autres jeux que j'ai pu faire au cours de ma vie. Puis après, bah, il y a la Super NES qui est arrivée avec Super Mario World. Bon, là, c'est pareil, ça, je le voulais mais tellement, absolument, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors oui, pour faire écho à Sanosake qu'on a reçu il y a 2 semaines, où on a parlé de ses souvenirs sur Sonic 2, bah, moi, j'étais plutôt team Nintendo à l'époque et team Mario. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, on se faisait vraiment une espèce de petite guéguerre, «Ouais, ben moi, j'ai la Mega Drive, moi, j'ai la Nintendo, j'ai la Super Nintendo, machin». Bref, c'était mignonné, enfin, il y avait pas d'animosité derrière, mais c'était pour dire: «Vous savez comment on est quand on est enfant, c'est, moi je suis le meilleur, je vais gagner et toi, ben tu vas perdre parce que tu es nul». Les enfants, c'était ça. À partir du moment où moi j'avais la Nintendo et plus tard la Super Nintendo, bah, je me considérais vraiment privilégié et donc du coup, j'étais fier de pouvoir, dire: «Bah, moi j'ai une Nintendo à la maison». Après Mario Bros 3, je crois en toute honnêteté qu'il y a pas un seul Mario que je n'ai pas fait. Ma découverte avec Mario Kart était un peu particulière, mais ça aussi, on en reparlera peut-être une autre fois. Peut-être qu'on aura dans les saisons prochaines des gens qui viendront nous parler d'autres jeux Mario, auquel cas je serais ravi de partager les expériences que j'ai également vécues autour de ces jeux. En parlant de la saison prochaine, avant de vous en dire davantage, je m'excuse par avance pour le petit monologue qui va suivre, car habituellement je laisse plutôt mon invité se présenter, mais là du coup c'est moi qui vais un peu prendre la parole, enfin qui vais plutôt garder la parole pour vous faire un petit bilan des 12 épisodes qui viennent de s'écouler et de mes souhaits pour la suite lors de la reprise à la rentrée. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier les 11 invités que j'ai reçus pour cette saison 1. Merci à toi Patrick Béja, Despiello, Florian de Fonction Rime, Player Caro, Jean, mon confrère de chez Papa Podcast, Mina Gavi, Laura, Marie GRDjeux, qui est la seule au final à nous avoir parlé de jeux de société, bien que Laura nous a parlé des livres-jeux, donc c'est pas non plus du jeu vidéo. Un grand merci également à Mule, à Fred Zolf et à Sanosake pour m'avoir honoré de leur présence. Si vous écoutez, un super merci à vous car vous avez permis à cette émission de débuter, à me donner la chance au final de me lancer dans l'exercice du podcast qui est déjà pas simple en soi, d'autant plus que je me suis rajouté la contrainte de l'interview. Alors quand on n'est pas journaliste, c'est encore plus intimidant et quand je recevais des personnes que je ne connaissais pas, c'était difficile de savoir dans quelle case se passer, mais j'espère que ça ne s'est pas trop senti à l'écoute et que vous avez passé d'agréables moments. Je remercie également vous tous les auditeurs qui êtes là. Si vous m'écoutez depuis le début, merci beaucoup.
probablement que vous esquissez un sourire à l'écoute de ces messages et je vous promets qu'à chaque épisode, je vais vraiment tâcher de m'améliorer pour rendre l'écoute toujours plus agréable pour vous. Maintenant, parlons de la saison 2. Elle débutera début septembre. On va garder le principe de un épisode tous les 2 mardis et le premier donc sera prévu pour le mardi 6 septembre. Mais je ne vous révèle pas aujourd'hui qui en sera l'invité. Pour cela, vous aurez l'occasion d'avoir du teasing sur mes réseaux. Après, il faut savoir que, afin de me faciliter la vie, j'enregistre tous les épisodes en avance. Comme le disait Patrick lors de ma première émission, c'est en podcastant qu'on devient podcasteur, et je me suis aperçu que ça demandait quand même un travail relativement considérable. L'enregistrement au final est la partie la plus fun, car c'est l'une des deux phases les plus concrètes du podcast, l'autre étant la mise en ligne. Néanmoins, entre le contact des invités, la planification, l'enregistrement, le montage, la partie graphique, et enfin la partie de mise en ligne, toute la partie édito, de préparation des textes et des contenus pour les différents réseaux, YouTube, Podcastix, qui est mon hébergeur, le site cqtj.fr, etc. Ça fait quand même pas mal de boulot. Si on n'est pas un minimum organisé, ça peut vite devenir l'anarchie. Donc de ce côté-là, pour l'instant, ça va, je gère. Malgré tout, vous voyez, ma plus grande crainte, ça reste les invités. Je suis extrêmement soucieux que tout aille pour le mieux pour eux, et je ne vous cache pas que j'ai une longue liste, comme c'est pas permis, de personnes que je souhaiterais recevoir dans l'émission. Bon, certains ont refusé l'invitation, et c'est leur droit, et je ne leur en veux pas, c'est totalement normal. D'autres, au contraire, ont accepté, je les en remercie énormément. J'attends énormément de retours sur des invitations que j'ai pu lancer. Si tout se passe bien, nous allons avoir pour la saison 2 des invités vraiment de tous les horizons, mais bon, je ne vais pas tout vous spoiler, car certains invités déjà ne m'ont pas encore booké de date pour l'enregistrement, mais pas de souci, ça avance bien, j'ai déjà quelques épisodes de prévus. Donc je disais, pour la saison 2, on garde donc le même principe, un épisode toutes les 2 semaines, un mardi sur 2. La numérotation des épisodes restera dans la continuité, c'est-à-dire qu'on va pas faire saison 2, épisode 1. Enfin, je peux l'annoncer comme ça, mais sur les réseaux, ce sera épisode 13, 14, 15, etc., etc. Il y a aussi une chose que j'aimerais beaucoup faire par la suite, ça reste des épisodes spéciaux. Alors, certes, ça va me demander beaucoup plus de boulot, mais chaque fois que j'ai demandé à une personne d'intervenir dans l'émission, je lui ai demandé de me faire un listing de 4-5 jeux. Et en fait, ce listing, déjà, me permet, avec l'invité, de choisir quel jeu on va évoquer, mais surtout d'avoir un peu plus de ressources pour croiser des jeux. J'ai par exemple plusieurs invités qui m'ont cité le même jeu, et je trouverais super sympa de les réunir de nouveau pour une émission un peu plus longue, un peu plus travaillée, autour de laquelle on va évoquer, bien entendu, parce que c'est l'essence du podcast, les souvenirs vécus autour de ce jeu-là, mais en plus pouvoir croiser des situations ou des échanges ou des anecdotes. Alors de fait, l'émission serait plus longue, mais les échanges seraient encore plus riches. Ça me demanderait certes davantage de travail, mais je reste persuadé que le résultat en vaudrait la chandelle. Après, on me l'a déjà suggéré, je n'exclus pas non plus de me lancer sur l'enregistrement des épisodes en live sur Twitch. Par contre, ça ne se fera pas immédiatement parce que déjà j'ai besoin moi de me sentir en confiance. Et aujourd'hui, IRL, dans la vraie vie, j'ai beaucoup trop de contraintes pour pouvoir commencer à m'installer un setup propre pour pouvoir commencer à faire des enregistrements live. Puis qui dit enregistrement live, dit peut-être quelques replays et quelques reviews, qu'on pourrait faire avec la communauté. Enfin, pour finir, je tiens également à ce que le podcast soit disponible sur la plupart des plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon, Deezer, etc., etc. Vous pourrez voir à travers le lien Linktree qu'il y a énormément de plateformes, mais il y a également YouTube où je mets à disposition à chaque émission l'épisode de la semaine, qui est donc en version vidéo. Donc comme je n'enregistre pas une vidéo, je fais des montages avec des images, avec des ressources trouvées sur internet, les visuels que m'envoie mon invité. Et voilà, mais je n'exclus pas que, par la suite, il y ait peut-être des évolutions sur YouTube, tout dépend comment évolue, le podcast. Et enfin, le podcast est également disponible sur mon site cqtj.fr, mais alors là, s'il vous plaît, un peu d'indulgence. Je ne suis pas du tout dans le web, alors ce que j'ai pu faire sur WordPress, oui, je sais, ça reste ultra moche, donc ne m'en tenez pas rigueur. C'est d'ailleurs pour ça que, en général, je fais plutôt la promotion du lien Linktree que de cqtj.fr, mais bon, voilà. Après, si jamais l'un d'entre vous est webmaster, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir. Je vous remercie à tous pour votre soutien. Vous pourrez retrouver donc toutes les infos relatives au podcast sur l'Instagram CQTJ Podcast, sur mon Twitter @joels82, mais également sur Discord dont l'adresse sera dans les notes de l'émission. Il n'est pas encore très peuplé, mais n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et nous partager les jeux qui vous ont marqué. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'août et on ne se retrouve pas donc dans 2 semaines comme d'habitude, mais plutôt rendez-vous le 6 septembre pour le premier épisode de la saison 2. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, jouez bien, profitez du soleil, et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?